Bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo sur House of the Dragon. Saison 2. Et ouais, on a kiffé hein, quand même. Non, moyen. Pas vu. Moyen. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave, j'essaierai de tout vous expliquer. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner, de partager, de commenter. Alors là c'est full spoiler, hein, donc si vous n'avez pas vu la série, revenez plus tard hein, quand même. Allez la regarder puis revenez nous voir. Voilà, exactement. Allez, c'est parti les héros, générique. Générique. Qui c'est qui commence? C'est parti. Alors, commençons par un résumé de la saison 1. Bah, je t'invite à le faire. Hein. Alors, c'est parti. Donc, on a un roi, Viserys, qui a une fille, Rhaenyra, et qui voudrait un garçon comme héritier. Ça, c'est assez courant. C'est typiquement Henri VIII, par exemple, pendant la Renaissance. Sa femme meurt en donnant naissance à un garçon qui meurt lui aussi juste après. En plus, la scène, elle est horrible. La scène, elle est absolument horrible. Une césarienne à l'époque, c'était pas forcément, enfin à l'époque, il n'y a pas d'époque réelle, mais bon, inspiré de l'époque du Moyen-Âge, Renaissance, c'était pas forcément très bon. Et donc, il décide d'officialiser le fait que son héritier ou son héritière, ça va être Rhaenyra, donc sa fille. Et il l'officialise bien devant tous les seigneurs qui prêtent allégeance. Hein. Qui prêtent allégeance, absolument. C'est vraiment très sérieux. Mais finalement, il s'entiche de la fille de sa main, c'est-à-dire son chancelier ou son premier ministre, son premier ministre qui s'appelle Alicent. Et ils finissent par se marier. Le premier ministre s'appelle Otto. Hein, Otto, oui, voilà, pardon. Otto Hightower. Otto Hightower, ça fait Alicent, voilà. Et donc, ils s'entichent. Qui est la meilleure amie de Rhaenyra. Absolument. Ils ont été un peu liés ensemble, c'est comme des sœurs. Absolument, voilà. Et donc ils finissent par se marier et par avoir des enfants et ils ont 2 garçons, évidemment, Aegon et Aemond. Et d'ailleurs, Aegon, c'est pas le jumeau de Elaine? Ah oui, ils sont jumeaux, oui, c'est vrai. Elena. Ouais. Alors après, ils vont se marier ensemble, mais bon, ça c'est les Targaryens, c'est très spécial. Ils se marient entre frères et sœurs, entre oncles et même jumeaux. nièces. Ouais. Les incestes entre jumeaux, c'est très très Game of Thrones, c'est très l'univers. Alors, voilà, problème, une partie du royaume préférait avoir un roi plutôt que la reine Rhaenyra, et en plus, sur son lit de mort, Viserys va aggraver la situation parce qu'il a une vision, il a une sorte de prophétie et qu'il y a un Aegon Targaryen qui doit sauver le monde contre un danger qui vient du nord, donc c'est les marcheurs blancs qu'on voit dans Game of Thrones. Et donc évidemment, Alicent comprend que c'est Aegon son fils, alors que nous, on comprend très bien que c'est Aegon Targaryen, c'est-à-dire Jon Snow. Non, mais en plus, on comprend pas trop qu'Alicent croit à ce qu'il vient de dire, puisqu'il a jamais démenti qu'il voulait Rhaenyra sur le trône. Non, mais à ce moment-là, il le croit sincèrement. Oui, mais bon, l'autre, il est à moitié sous pavot, là, je sais pas, lait de pavot, là, le truc qui défonce. Il est complètement défoncé, le mec. Donc, on peut se dire que... ouais, mais tu sais, la tendance des gens à croire ce dont ils ont envie. Et la Viserys dit un truc qu'elle a envie. Elle a envie de voir son fils sur le trône. Même si elle le considère déjà un peu comme un incapable, Aegon, oui, c'est etc. ça qu'on comprend pas trop. Pourquoi elle est sur le trône? Voilà. Même Aemon est obligé d'aller le chercher parce que le gars, il veut pas monter sur le trône. Il est obligé d'aller l'attraper. Voilà. Il le violente d'ailleurs pour le ramener sur le trône sur le trône, voilà. Ce qui est amusant, sachant ce qui va se passer pendant la saison 2 d'ailleurs. Ouais, d'accord. Entre parenthèses. Donc voilà, ça fait tout un embrouillamini avec Aegon qui monte sur le trône et Rhaenyra qui devrait être la reine et qui se retrouve finalement juste la reine d'une île qui s'appelle Dragonstone ou comment ça s'appelle Père Dragon en français, avec un pouvoir avec un pouvoir très limité et donc ça va déclencher un conflit. Ouais, entre d'ailleurs on les appelle les noirs et les verts. Donc les verts c'est les Hightower. Donc Alicent, Aegon, Aemond. Et puis les noirs c'est Rhaenyra. C'est Rhaenyra avec c'est son oncle, c'est ça qui est aussi son mari, Daemon. Entre-temps elle s'est mariée avec son oncle. Voilà. Qui est le frère de Viserys quoi, son papa. Donc Daemon était déjà marié avec Laena qui est morte
et qui avait, avec Daemon, 2 filles. Voilà. Faudrait faire un petit schéma, un petit graphique. C'est complexe, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, mais pas autant que Game of Thrones. Non, voilà, c'est plus limité. La série mère était quand même c'est plus limité. Donc voilà pour le résumé. Donc on est en pleine guerre. Ça commence. Enfin, ça commence. En fait, la guerre, les hostilités sont déclenchées, mais il n'y a pas, au début de la saison 2, il n'y a pas de bataille encore, il n'y a pas de guerre ouverte. Là, l'enjeu de la saison 2, c'est de trouver des alliés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que parmi tous les... alors, c'est pas des ducs et des comtes, hein, mais c'est un peu l'équivalent, tous les seigneurs, finalement, de toutes les différentes localités qu'il y a dans Westeros, c'est de quel côté est-ce qu'ils vont se placer. Et puis, les dragons. Qui sont des armes extrêmement importantes. Des armes nucléaires. Des armes, voilà, l'équivalent de bombes atomiques. De bombes atomiques. Donc, qui va en avoir le plus. Et donc, l'avantage est d'abord au début de la saison au vert, parce que ils ont Vhagar. Aemon a pu récupérer Vhagar qui est le plus gros, vieux dragon, massif, énorme. Mais surtout, c'était le dragon qui appartenait à Laena Velaryon, donc la femme de Daemon, qui est morte parce qu'elle pouvait pas, elle était en couche et elle était en train de mourir. Donc elle a demandé à Vhagar de la brûler, ça c'était en saison 1. Ouais. Et donc en fait, Aemon, qui était enfant à l'époque, il devait avoir 10 ans, qui était très frustré parce qu'on le maltraitait quand même, a récupéré Vhagar à ce moment-là. Oui. Sans savoir finalement que ça allait devenir un atout extrêmement important pour le conflit qui va venir. Et donc tout l'enjeu de la saison 2, c'est de rééquilibrer les choses du côté des Noirs, c'est-à-dire du côté de Rhaenyra et de Daemon. Alors Daemon contrôle un dragon, mais qui tout seul pourrait pas s'attaquer à Vhagar. Et comment il s'appelle le dragon? Alors Daemon, c'est Caraxès. Caraxès, voilà. Ça. Lui, les balais, c'est comme un serpent. Voilà, très sinueux, mais qui est quand même plus petit que Vhagar. Donc il pourrait pas. Il est plus jeune, oui. Parce que Vhagar a au moins 100 ans. Au moins. Voilà. Alors, parce que c'était Vhagar, c'était le dragon de qui à la base? Je pense que c'est le dragon d'Aegon, en fait. C'est l'un des. Oui, c'est le dragon d'Aegon le Conquérant. Le tout premier. Il faudra pas se perdre dans tous les Aegon. Alors, donc, Daemon. Alors, l'opposition entre Daemon et Aemond est depuis le début mis en place et monté en mayonnaise. D'ailleurs, on pouvait espérer que dans la saison 2, ils allaient se rencontrer. Et puis, moi, je pensais que ça allait finir sur ça. Voilà, exactement. Et donc, ça fait partie des frustrations de la saison 2 que ça a été repoussé. La bataille entre deux a été repoussée à la saison 3. Mais donc, très clairement, Caraxès contre Vhagar, ça risque d'être déséquilibré. Il faut que Daemon ait un peu d'aide. Possible. Donc effectivement, d'où l'intérêt de trouver d'autres dragons, parce qu'il y a des dragons, mais qui n'ont pas de dragonniers. Voilà, exactement. Et des dragonniers, donc qui soient capables de les donc l'enjeu, c'était aussi de faire des alliances politiques avec toutes les familles nordiennes ou d'autres du Conflant, tout ça, mais aussi de trouver des dragons et des dragonniers pour piloter les dragons. Voilà. Et c'est pas facile. Alors, pour les dragons, alors j'ai un peu répertorié tous les dragons qui existent. Alors Rhaenyra, c'est Syrax. Alors je pense qu'elle est née, enfin ils l'ont mis dans son berceau enfant, donc je pense qu'elle a à peu près le même âge. Donc elle doit avoir quoi, Rhaenyra, une trentaine d'années, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors elle n'utilise pas trop son dragon parce qu'en fait elle est un petit peu en retrait. Tout le monde essaie de la protéger parce que c'est la reine finalement. Donc pour l'instant elle est pas mise en avant. Mais ça va venir. Elle est belle, sa dragonne, parce que elle est un peu dorée, c'est ça, elle est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Il y a Daemon, c'est Caraxès. Caraxès, c'était l'ancien dragon du fils de Jaehaerys Ier. Donc, alors, Rhaenys, elle monte Meleys. Alors, c'est une dragonne qui est superbe en plus. Et il y a une sacrée connexion entre les deux. On sent qu'il y a un amour entre le dragon et la dragonnière. Laenor, qui est mort, qui est parti sur Essos a priori, mais dans les livres a priori il est mort. Oui, et là il est. Donc là il est parti à Essos. D'ailleurs on ne sait pas s'il est encore vivant. Hein. Donc lui il montait Fumée des Mers, qui va être pris après par Adam. On l'expliquera après. Jacaerys c'est Vermax. Alors Jacaerys, moi j'aime beaucoup son personnage dans la saison 2. Il est vraiment très très fort. Lucerys est mort, mais il pilotait Arras. Alors il meurt en dernier épisode de saison 1. Il se fait dévorer par Vhagar. Oui. C'est horrible.
Alors Tyraxès, c'est Geoffrey Velaryon Targaryen qui est encore un enfant. C'est le quatrième enfant de. Sans doute. Ouais, c'est ça. Je m'y perds un petit peu. Je sais pas si Geoffrey, c'est. Non, Geoffrey, je crois que c'est. Il a les cheveux noirs. Oui, c'est un faux. Ouais, non, d'accord, c'est un bâtard. Il y a bâtard. Bâtard, j'y vais. Donc Bella, c'est Danse Lune. Aegon le Jeune, c'est Nuit d'Orage. Alors Aegon le Jeune, c'est un enfant entre Daemon et Rhaenyra. Voilà. Donc c'est un vrai Targaryen de. Encore un Aegon. Ouais. Et c'est Nuit d'Orage qui est encore un bébé. D'ailleurs, on les voit tous les deux en train de jouer sur un petit tapis avec la sœur de Bella qui est un peu dégoûtée de ne pas avoir de dragon. Les Verts, il y a Aemon, c'est Vhagar. Elena, c'est son cheveu. Alors j'aime beaucoup. On l'a jamais prêté en vue. Et Elena, d'ailleurs, on le voit dans le dernier épisode, elle n'a pas vraiment envie d'aller chevaucher un dragon et de partir à la guerre. Ouais, donc ça, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Aegon 2, c'est Feu du Soleil. Daeron, qu'on ne voit pas encore, mais dont on parle beaucoup plus dans cette saison. Oui, d'ailleurs, on le voit survoler à la fin le dragon. Il est un petit peu important pour la suite des événements. Ils vont devoir le mettre en avant un petit peu. Alors lui, il chevauche Tessarion qu'on voit à la fin dans le ciel, mais ça s'arrête là. Donc je pense que l'acteur n'a pas été casté, je pense. Oui, mais il va devoir. C'est le quatrième enfant de Viserys et de Alicent. Hein. Alors les dragons sont dragonniers. Ils vivent tous à Mondragon. Il y a Vermithor, qui était l'ancien dragon de Jaehaerys Ier, donc et qui va être monté par Hugues par la suite. Hein. Oui. Donc voleur de moutons. Alors lui, il a entre 80 et 90 ans. Il est quand même assez mastoc, hein, et il est dans le Val a priori. Oui. Et il mange tous les moutons du Val. Enfin, il fait un vrai carnage. Donc un petit barbecue. Alors, il y a Gris Spectre, mais lui, en fait, c'est un dragon qui ne cherche pas du tout la compagnie des hommes. Il en a rien à faire. Lui, il veut qu'on le lâche. Donc, et le cannibale, qu'on ne voit pas non plus. Alors, a priori, il mange tous les dragons. Il mange les œufs de dragons, les bébés dragons. Bon, c'est pour ça qu'on l'appelle le cannibale. Et il est noir avec les yeux verts, a priori. Il doit être super beau. Et j'espère qu'on le verra à un moment donné. Voilà. Bon, il vaut mieux pas qu'il soit avec les verts. Hein. C'est clair. Et puis, il y a aussi des dragons à naître, et notamment les œufs. On voit des œufs de dragon qu'on doit emmener à Essos et mettre à l'abri. Et donc, alors, il y a 4 œufs, mais parmi ces œufs, il y en a 3 qui vont être les œufs de Daenerys. Ouais. A priori, c'est ce qu'a dit le showrunner, que c'était bien les œufs de Daenerys. C'était bien les œufs de 3 des 4 sont les œufs de Daenerys. C'est ce qui est arrivé au 4e, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je sais pas si on va le voir, ou s'il a été cassé, ou s'il y a un dragon supplémentaire quelque part caché. C'est comme de la pierre, en fait. Donc, ah oui, non, on peut pas les casser, effectivement. Donc peut-être qu'il a éclos, il y aura peut-être une petite surprise. Peut-être. Bah, on sait pas. Hein. Et puis, a priori, il y a même des dragons qui seraient dans les sous-sols de Winterfell. Ah oui. Ouais. Des œufs. Donc, des dragons, enfin des œufs, oui, certainement, ou des dragons. Et moi, j'attendais qu'ils sortent. Alors c'est vrai que Winterfell est construit sur des sources d'eau chaude, hein, donc ça peut aider finalement au développement de dragons qui ont besoin plutôt de chaleur. Parce que c'est pas des dragons de glace, des dragons de feu. Alors maintenant, on va passer sur les personnages. Réellement, à quoi ils servent et qu'est-ce qui se passe avec eux dans la deuxième saison? Alors, il y a beaucoup le parallèle entre Rhaenyra et Alicent. Hein. Et donc, 2 des scènes fortes de la saison, c'est leur rencontre. Hein. Donc, dans l'épisode 3 ou 2, je sais 3, c'est Rhaenyra qui va à King's Landing, le nom français. C'est à Port-Réal. À Port-Réal, voilà. Secrètement pour essayer de discuter avec elle et d'éviter qu'il y ait une guerre. Et dans le dernier épisode, c'est l'opposé. C'est Alicent qui vient à Père-Dragon pour rencontrer Rhaenyra. Alors, autant moi, je trouve que ça m'a un peu gêné. Ils auraient dû se rencontrer une seule fois. Oui. La deuxième fois, c'était clairement un peu la panique, je crois, du côté des scénaristes. On va vous expliquer tout à l'heure, mais en fait, c'est lié au fait que la saison devait faire 10 épisodes et qui a été réduite à 8 épisodes et du coup, c'était très compliqué de conclure pour eux. Donc, il y a toujours ce parallèle finalement entre les deux personnages qui essayent de faire la paix, qui essayent de retrouver leur amitié ancienne. Et le sort s'acharne finalement. On a l'impression que c'est pas possible, que déjà les dés sont jetés, que c'est trop tard, le Rubicon a été franchi. À partir du moment où elles n'ont pas pris sur les événements.
Voilà, c'est ça. Finalement, elles ont très peu prise sur les événements qui s'enchaînent un peu hors de leur contrôle. De toute façon, à partir du moment où elle a fait cette erreur et qu'elle s'est aperçue dans la saison 3 qu'elle a fait une erreur, puisqu'elle parle à Rhaenyra du dialogue que Viserys lui a tenu avant de succomber. Et là, Rhaenyra comprend qu'en fait, elle s'est totalement mépris entre la prophétie, l'histoire des marchands blancs, le prince qui fut promis, ou la princesse, hein, puisqu'a priori, au Valérien, ça veut dire les deux. Donc là, à ce moment-là, je crois qu'Alicent, elle perd pied parce que elle réalise qu'en fait, elle a fait une grave erreur, mais elle peut plus revenir en arrière. En fait, c'est fini, c'est mort. Donc, cette guerre est lancée, enfin, ce début de mise en place d'une guerre qui arrive. Enfin, on est dans la guerre parce que la scène entre Rhaenys et oui, il y a quand même une grosse bataille. Aemon, on est dans la guerre. Ils sont déjà en train de prendre des châteaux, de mettre leurs troupes en place. Donc, on est dans la guerre. Donc, de toute façon, là, c'est fini. On peut plus repartir en arrière et c'est vraiment atroce parce qu'au final... Une sorte de fatalité tragique finalement dans cette histoire parce que les deux, on les sent qu'elles seraient capables de se rabibocher et puis de s'arranger. Mais les hommes ne veulent pas et chacun veut le pouvoir. Ça, c'est un gros problème parce qu'on se demande pourquoi on veut le trône de fer. Franchement, elle aurait été très heureuse, Alicent, de vivre à la maison des Hightower, c'est à la citadelle. Oui. Elle aurait été très heureuse. D'ailleurs, elle s'en aperçoit dans un des épisodes où son frère Gwen lui parle d'Aeron, son fils, qui est un garçon bien sur tout rapport. A priori, c'est quelqu'un de bienveillant. Et elle se dit qu'elle a certainement raté son rôle de mère en élevant Aegon et Aemon, qui sont vraiment des garçons pas du tout convenables. La seule chose qu'elle a réussi, c'est sa fille. Il y a une toxicité de Port-Réal, je pense. On est vraiment au cœur du pouvoir, où il y a des enjeux importants. C'est une ville, je pense, qui est clairement toxique. Et c'est pas un bon endroit pour éduquer ces gamins. Non, je pense pas. Et puis en plus, on les met sur un piédestal quand même, comme ils sont censés être c'était les fils de Viserys, le roi de cette couronne. Donc forcément, ils sont élevés d'une certaine manière. Et je pense que Alicent, ce qui est tragique chez elle, c'est que comme elle n'a pas choisi son mari, on lui a imposé Viserys, elle a dû jouer le jeu. Otto, son père, la main du roi de Viserys, a voulu la mettre, elle, en tant que femme de Viserys. Elle ne l'a pas choisie. D'ailleurs, on voit dans la première saison qu'elle n'est pas forcément heureuse d'avoir des rapports avec son mari. Elle a fait ses enfants. Elle leur a pas donné l'amour que Rhaenyra en sent, qu'elle aime ses enfants, qu'elle les a protégés et qu'elle est vraiment une vraie mère parce qu'elle a reçu cet amour et elle a donné cet amour à ses enfants. Contrairement à Alicent qui n'a pas reçu d'amour, déjà elle a perdu sa mère comme Rhaenyra d'ailleurs qui a perdu sa mère quand même assez jeune, mais elle n'a pas reçu cet amour. On l'a mis dans les jeux de pouvoir en tant que pion. On lui a pas demandé son avis. Elle n'avait pas du tout envie à la base d'épouser Viserys. Et en plus, elle n'avait pas envie de renier son amitié avec Rhaenyra parce qu'elle savait très bien que en épousant Viserys, le père de Rhaenyra, ça allait poser problème avec Rhaenyra. Mais voilà, elle n'a pas choisi sa vie et elle sent dans cette saison que sa vie lui a échappé toute sa vie en fait. Mais elle a envie de liberté. Parce qu'on voit très bien sur la fin où elle marche dans la campagne, elle nage dans le lac et dans les deux derniers plans en fait du dernier épisode sont très marquants, c'est-à-dire qu'on voit Alicent devant un horizon complètement ouvert, essaye de se libérer, alors que Rhaenyra se trouve dans une espèce de croisillon de sa bibliothèque où elle semble enfermée finalement dans le passé, alors que Alicent essaye de se libérer. Donc, il y a vraiment des chemins croisés finalement entre ces deux personnages qui est assez bien fait, même si dans l'exécution, la dernière rencontre était quand même un peu fort de café d'un point de vue réaliste. Est-ce que c'est réaliste finalement? Est-ce que ça déjà de pouvoir circuler comme ça, comme si il y avait personne qui surveillait la mer d'un côté ou de l'autre. Oui, parce que il y a censé être un blocus. En plus, censé être un blocus. Déjà, on n'est pas censé pouvoir sortir de Port-Réal, Déjà, on n'est pas censé pouvoir en sortir. Donc elle arrive à sortir comme ça.
pareil, Rhaenyra qui arrive, pareil, en J'ai l'impression que dans la saison, il y a une sorte de cape d'invisibilité, ouais. Comme dans Harry Potter, ça, ils mettent tous une cape, même dans la première saison, quand Daemon discrètement est dans la ville, ils mettent une cape, on a l'impression, ça y est, c'est bon, j'ai mis une cape, Star Wars, voilà, c'est pareil, ils font la même chose avec les Jedi, alors, les Jedi, on les voit arriver à 100 km avec leur cape, là, et alors, ce qui est une facilité scénaristique, je trouve, que c'est un peu dommage. Alors, je voulais préciser quand même que pour cette saison, Miguel Sapochnik est parti. Donc, il était sur la saison 1, c'était le showrunner avec Ryan Condal. Et Ryan Condal est resté. Donc, c'est un très bon, Ryan Condal, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je pense que ça se ressent quand même, parce que les Miguel Sapochnik, c'est aussi un réalisateur et bataille des bâtards, voilà, et notamment des batailles. Et je comprends pourquoi il est parti maintenant a posteriori, c'est-à-dire que cette saison manque franchement de bataille et la réduction de 10 épisodes à 8 épisodes nous prive en fait de 2 grosses batailles qui auraient dû être là et qui sont repoussées à la saison 3. Et c'est vrai que ça finit. C'est une saison qui finit comme une sorte de grosse bande-annonce pour la saison 3. Il n'y a pas vraiment de conclusion. Je n'irai pas jusque-là parce qu'il se passe des choses. C'est intéressant de voir la mise en place d'une guerre, les alliances qu'il faut faire, tout ça. Mais effectivement, les 2 épisodes manquants, le 9 et le 10 qui auraient dû être, c'était une des premières grosses batailles des dragons sur Westeros. Et je pense que ça aurait été vraiment bien de finir là-dessus. Je dis pas qu'il faut à chaque fois avoir des batailles. Parce qu'en général, les derniers épisodes même de Game of Thrones, il n'y avait pas de bataille sur le dernier épisode. Voilà, il faut une grosse bataille épisode 9, épisode 10, les conséquences. Voilà, c'est ça. C'était souvent ça. À part en saison 6 où il y a, jusqu'au bout, il y a des trucs. Ouais. Mais sinon, en général, ça marchait comme ça. Et je pense que, ils nous ont servi quand même en épisode 7, le fameux, craquage de dragon, vers mi-temps. Il m'a bien fait. Et je me suis dit, c'est quoi ce dragon? Il est horrible. Ryan Condal est aux commandes. Ouais. Donc, on va revenir sur les personnages quand même. On a Aegon, le faux roi. Aegon je suis Team Rhaenyra. Et, donc le faux roi. Et, et Aemond. Voilà. Aemond, qui sont en opposition tous les deux, mais on peut comprendre un peu Aemond parce que vu comment il a été traité dans son enfance, il a vraiment été traité. Les traumatismes de l'enfance, etc. Il a un œil en moins. Parce que Luke Harris et Jack Harris aussi, avec Aemond, avec Aegon, je veux dire, ont maltraité Aemond. Donc, avec des noms si proches, laisse tomber, quoi. Moi, j'aurais des enfants, je leur mets des noms complètement à l'opposé, je leur mets pas des noms si proches. Rhaenyra Targaryen, qui était appelée la joie du royaume, d'ailleurs, c'est le nom qui se donne après. Oui, la joie du royaume, Aegon, tu te dis non, c'est pas donc, alors, Aegon, en fait, on avait une vision assez négative quand même de lui à la fin de la saison 1. Là, dans la saison 2, il y a cette scène où, au tout début, il essaye finalement de régler les problèmes du bon peuple. Alors, il le fait de manière maladroite. Il y a une sorte d'audience où les gens viennent plaider leur cause. Et je pense qu'il essaye sincèrement de régler les choses. Et puis, il essaye d'être un peu proactif, mais il est très maladroit. Et puis il s'amuse beaucoup aussi. On sent qu'il est encore dans l'immaturité totale avant le décès, le meurtre de son fils, Jaehaerys, qui meurt d'une façon affreuse dans le premier épisode. Et jusqu'à ce moment-là, c'est vrai qu'il est un peu concon et un peu c'est cool d'être roi, mais je vais m'amuser quand même beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc d'ailleurs, dans le premier épisode, quand les personnes sont envoyées par Daemon, parce que c'est Daemon qui envoie 2 personnes tuées, un fils pour un fils. Donc c'était Aemond qui était visé normalement, mais il donne pas vraiment de consigne. Si vous le trouvez pas, qu'est-ce qu'on fait? Si on le trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, il le dit. Et Daemon reste très très vague en se disant tuez qui vous voulez. Ça voulait dire un peu ça, quoi. Il le dit pas, mais... Et donc ils vont rentrer dans les appartements. Ils vont pas trouver Aemond. D'ailleurs, ils vont trouver les petites pièces là qu'ils vont ramasser. D'ailleurs, Aemond après, quand il revient, il s'aperçoit qu'on est rentré chez lui dans ses appartements. Et c'est comme ça qu'il comprend que c'était lui qui était visé. Et donc ils vont chercher une autre personne à tuer. Ils vont tomber sur Helaena, la sœur épouse de Aegon Targaryen.
et les deux petits, donc une petite fille et un petit garçon, qu'on présente d'ailleurs dans l'épisode, d'ailleurs qui s'éclate au conseil restreint. Le petit, il s'amuse avec la bouboule de l'autre Lannister là, de Tyrion Lannister, et lui il est pas content, et Aegon lui dit laisse mon fils jouer comme il veut. Donc on présente quand même le petit tout mignon. Bah oui, pour qu'on s'attache à lui. Voilà. Bah oui. Et donc à la fin, il demande à Helaena de choisir, de dire parce que dans les livres elle doit choisir entre deux fils, je crois. Là il y a un fils et une fille. Donc il lui demande quel est le garçon. Bon, d'ailleurs cette scène elle est horrible parce qu'on entend le bruit que fait le truc pour découper la tête de l'enfant, et Helaena prend la petite fille dans ses bras et s'en va vers la chambre de sa maman qui est en train de coucher avec Criston Cole. C'est pour ça que je veux quand même... L'ancienne chambre de Rhaenyra d'ailleurs, c'est intéressant comment ils ont redisposé les gens dans les pièces. Donc Alicent se retrouve dans la chambre de Rhaenyra où Alicent avait déjà couché avec Criston Cole. Et là on a Alicent, Rhaenyra avait déjà couché avec Criston Cole dans cette même pièce, et on retrouve Alicent bah oui, parce que Aegon reprend la pièce de Viserys. D'ailleurs en saison 2, il défonce, quand il sait que son fils est mort, il défonce carrément la maquette que Viserys avait mis des décennies à créer. Et il se venge sur la maquette, il la détruit complètement, parce que de toute façon il s'en fout de l'histoire. Mais en plus là, on rentre dans la haine d'Aegon, et là il veut vraiment rentrer dans la guerre, parce qu'avant ça il en avait un peu rien à foutre. Et c'est vrai que cette scène elle est assez dure, parce que on se rend compte qu'il a un cœur, Aegon, quand même, parce qu'il aime son fils. Par contre il est pas très gentil avec sa sœur, parce qu'à un moment quand elle doit faire une procession avec le corps du petit, alors c'est horrible parce qu'ils ont retrouvé sa tête, parce que le type qui l'avait tué est parti avec la tête, et ils ont réussi à le rechoper. Et donc c'est comme ça qu'il a dit que c'était un rat. C'est râtelier qu'on dit? Un ratier. Un ratier. C'est, dis-le. Un ratier. Et donc après, comme ils n'arrivent pas à savoir qui c'est exactement parmi tous les ratiers du château, ils les pendent tous. Sans exception. Voilà, sans exception. Comme ça, effectivement, il est dans le tas, hein, il est dedans. Ouais, il est dedans. Et il y a le petit chien. Avec le petit chien, voilà, le petit chien qui reste là. Aussi, t'as un maître affreux, mais toi, t'as un bon petit chien. Un bon chien. Donc, ouais, j'ai bien aimé, ce petit chien. Moi, je pense que tout le monde l'a bien aimé, hein. Faudra le suivre, je suis sûr qu'il va réapparaître en saison 3, saison 4. Il réapparaît dans quelques épisodes. Voilà, c'est ça, on le suit après, voilà. Mais en fait, ils vont aller en procession, donc avec le corps de cet enfant, et Helaena, elle est pas d'accord, Alicent non plus, mais elles sont obligées de le faire. Et c'est terrible, cette scène, parce que bon, t'as le petit avec le corps. En plus, il y a un moment, il manque de faire tomber le corps, parce qu'il y a la roue qui se prend dans... Ils s'en rajoutent un petit peu, Ouais. Donc, je vais quand même reprendre sur les personnages. Donc, il y a Viserys Targaryen qui apparaît aussi encore, Paddy Considine, qu'on aime beaucoup. Aemma aussi apparaît, la femme de Viserys, qui apparaît dans un des rêves de Daemon, parce qu'une grosse partie de l'intrigue de Daemon se passe à Harrenhal, où il y a quand même des fantômes, des choses comme ça. Il voit des choses, il est complètement défoncé. On ne sait pas ce qu'il a pris d'ailleurs. Daemon Targaryen, c'est Matt Smith, hein, donc fils de Balon et Alyssa Targaryen, comme Viserys. Il y a Jacaerys Velaryon, c'est joué par Harry Collett. Il joue super. Moi, j'ai bien aimé ce. Les Velaryon, il y a Corlys Velaryon, hein, le serpent de mer. C'est Steve Toussaint, d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu. Il a porté la flamme olympique à Versailles. Ah bon? Ouais, c'était trop marrant de le voir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai trouvé ça génial, quoi. En plus, le voir sans sa... Parce que là, il coupe. Donc, alors, il y a Rhaenys Targaryen, la reine qui ne le fut jamais, c'est Eve Best. T'as Lena Velaryon, qui est jouée par Nana Blondel. Bella Targaryen, Velaryon. Bethany Antonia. Alors, Rhaena Targaryen, c'est Fob Campbell, qui cherche le dragon dans le Val. Bon, l'intrigue est un peu débile, surtout qu'elle laisse les enfants de Rhaenyra. Voilà. Les Hightower Targaryen, il y a Alicent Hightower, Olivia Cook, qui était jouée jeune, Emily Carey. Otto Hightower, c'est Rhys Ifans. Il joue très très bien. La scène où il se fait renvoyer est extraordinaire. Il joue extrêmement bien. C'est vraiment un acteur incroyable. Alors, Roi Aegon II, c'est Tom Glyn Carney, extraordinaire. Franchement, tu t'attends pas à ça dans la saison 1. Tu dis, il a pas l'air génial. On a l'impression qu'on aura un nouveau Geoffrey. Un nouveau Geoffrey Baratheon, là. Et puis Lannister. Et puis finalement,
personnage dévie complètement vers un autre type. Ouais, exactement. Reine Helena Targaryen, c'est Fia Savant. Aemon, Ewan Michel, je le kiffe. Je le kiffe, mais je voudrais pas le rencontrer dans la vie, hein, le personnage, je parle pas de l'acteur. Daeron, 4e fils de Alicent et Viserys, alors ça on ne sait pas encore qui va le jouer. Alors il y a Sir Gwen Hightower, le frère d'Alicent. Ah oui. C'est Freddie Fox. Alors c'est vraiment le personnage qui est juste là pour donner la réplique à Kristen Cole. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment d'intérêt. Au début, il l'aime pas trop. Pas vraiment d'intérêt. Après, il le respecte plus quand ils sont en train d'aller vers le château de, je sais plus comment il s'appelle là. Oui, on va voir la grosse attaque. Oui, voilà. Donc il y a Bella Velaryon Targaryen qui survole et qui en fait va les poursuivre avec le dragon et ils vont se cacher. Et là, c'est là que Kristen Cole commence à comprendre que les dragons, c'est dangereux. Alors les bâtards, il y a Hugh qui est joué par Kieran Bay et Ulf Tom Bennett. Alors il y a aussi le bâtard Adam. Adam et Alan, c'est les bâtards de Corlys Velaryon. Hein. Donc alors Adam c'est Clinton Liberty et Alan c'est Abubakar Salim. Kristen Cole c'est Fabien Frankel qui parle super bien français. Ah c'est vrai. Ah ouais, j'ai vu en interview, laisse tomber. Alors c'est lui qui a l'une des plus belles phrases, je trouve, de la saison, qui dit: quand les dragons dansent, nous ne sommes que de la poussière à leurs pieds. Ouais, dans la dernier épisode. Il a clairement un post-traumatic syndrome disorder de la grande bataille de l'épisode 4 où il est traumatisé à vie. Mais c'est intéressant comme évolution du personnage qui finit quasi suicidaire, quoi. En gros, il dit, il vaut mieux mourir, en fait. Il vaut mieux mourir que de revoir ça. Il dit ça à Gwen, en plus, l'autre, merde. Sir Simon Strong. Alors ça, j'ai adoré son personnage. Ah oui. Ah, il était génial, ça c'est Aaron Hall, c'est toute l'intrigue avec Daemon. C'est Simon Russell Bill qui joue le rôle. Il n'a pas changé de prénom, en tout cas, entre la série. Misaria Sonaya Mizuno. Alors moi, j'aime bien son personnage. Eh bien, alors je vais pas comprendre pourquoi elle s'embrasse avec Rhaenyra. Ça après. C'est un peu bizarre, surtout qu'il n'y avait pas de suite, en fait. Oui, mais moi je pense qu'en fait c'est parce qu'elles se sont fait un câlin, c'est tout. D'accord, qui est un peu débordé, quoi. Ouais, voilà, moi je pense que c'est ça. Bon, après on sait pas, hein, si l'autre n'était pas rentré dans la pièce, qu'est-ce qui serait passé? Ça se trouve, il serait allé plus loin. Alors, moi j'adore Lord Larry Strong. Oui. C'est Mathieu Midlam. Il joue toujours très bien. Cela dit, sur Larry Strong, il est quand même assez mauvais d'un point de vue chef espion, parce que Rhaenyra débarque dans la ville, même incognito avec sa cape d'invisibilité, lui il voit rien. Ouais, exactement. Rhaenyra va faire son marché dans les gens, pour ses dragonniers, ils viennent de King's Landing. Lui, il voit rien. Tu m'étonnes. Donc, bon, il est pas si efficace que ça. Est-ce qu'il voit rien ou est-ce qu'il laisse faire les choses parce qu'il sait que de toute façon, avec Aemon, c'est mort. Donc, il veut se rallier à Aegon et donc il se dit, moi une sorte de jeu de billard à 3 bandes là, ok. Parce que il est trop malin ou alors c'est qu'ils l'ont rendu stupide, un peu comme Tyrion dans la dernière saison de Game of Thrones, hein, parce que à un moment donné, Tyrion on se demande s'il a pas perdu sa tête. Ouais. Parce que il est plus aussi intelligent, il donne pas des bonnes infos. Alors, Sir Eric, c'est du camp des Noirs, hein. C'est Elliot Tittersor et Sir Arik Cargill, Luke Tittersor. Ah oui, les deux jumeaux. Les jumeaux. Ah oui, c'est exceptionnel. La bataille entre les deux jumeaux, où en fait, c'est génial. L'épisode 2. Oui, et c'est génial parce qu'en fait on les reconnaît pas, donc on sait pas qui gagne en fait jusqu'au bout. Et c'était très très spécial comme combat. C'est un combat tragique parce qu'effectivement c'est deux frères qui sont nés ensemble et qui meurent ensemble. Ils donnent la mort quand même à la fin. Il y a Tyrion Lannister, Jefferson Hall, Lord Clegane Stark, Tom Taylor. J'ai bien aimé au début dans l'épisode 1, on arrive directement avec la Corneille qui survole Winterfell et après qui va vers le gros moment nostalgie, c'était un très beau moment et puis et en plus Jacques Harris à ce moment-là fait une belle alliance. Il est quand même assez efficace et d'ailleurs il fait pareil avec sur le pont des jumeaux. Oui. Il promet quand même des trucs genre à Aaron Hall, mais on se dit est-ce que l'autre va être d'accord? Donc Lord Clegane Stark. Donc je dis Oscar Tully. J'ai adoré son personnage, le gamin. Ah oui, le gamin. Alors il est joué par Archie Barnes.
Ouais, Barbe. qui est hésitant, mais après qui manipule bien Daemon. Ouais. Moi j'ai adoré. Mest Orwell, tu sais, c'est le maître qui sauve Egon, Oui, qui est de plutôt toute façon. efficace, oui. Kurt et Jarwan, alors je sais pas si je dis bien les noms, hein, je suis nulle. Donc Alice River. Alors River, ce que j'ai compris, c'est que dans le Conflent, les bâtards, c'est des Rivers. C'est des Rivers, voilà. C'est Snow dans le nord, et puis c'est dans le sud, c'est les cendres. Voilà, c'est ça. Les cendres, voilà. Lord Lionel Strong. Alors finalement, Alice Rivers, c'est pas très bien. Bah, moi, j'ai rien compris à ce moment. Voilà. À un moment, à la fin, je me suis demandé que c'est pas Elena, finalement, qui a des visions et qui les projette. Enfin, je sais pas. J'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'elle est, à quoi elle correspond. Est-ce qu'elle est liée aux enfants de la forêt, à un moment donné? Toute cette cycle de religion, il y a un moment où on voit à la fin une sorte de monstre derrière l'arbre, le Baral, oui, avec des cornes. Donc ça, c'est lié aux enfants de la forêt. Est-ce qu'elle est liée aux enfants de la forêt? Est-ce que... Je sais pas trop, j'ai pas trop compris cet arc-là. Alors il y a Jen Arryn dans Les Herriers, c'est Amanda Collin, là, qui dit qu'elle a pas de dragon, et puis après l'autre elle s'aperçoit qu'il y a quand même des dragons dans le Val. Donc voilà, ça c'est pour les personnages. On n'a pas parlé du générique? Eh ben sur la forme, est-ce que le générique, donc la musique change pas. Alors là, ça reste. Je trouve que Ramin Djawadi aurait un petit peu dû faire un effort et fait une musique différente pour cette série-là. Bon, elle est tellement iconique, mais alors donc du coup, on va être condamné que n'importe quelle série dans l'univers de Game of Thrones va finalement avoir la même musique. Ouais. Alors moi, c'est marrant. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent celui-là. Moi, je préfère le générique de la saison 1. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus... il est parlant, celui-là, avec ce côté fil qui retrace l'histoire des Targaryens. Oui, l'arbre généalogique. Le départ avec le fléau de Valyria. Enfin, déjà, l'allégeance, quand ils viennent affronter les dragons et qu'ils en font leur dragon. Et après, le fléau de Valyria, d'ailleurs, qui est montré avant que Aegon parte à Père Dragon, alors qu'en fait c'est le contraire, ça se passe 12 ans avant, je crois, un truc comme ça. Donc il quitte Valyria avant même qu'il y ait le fléau, donc parce qu'il y a une prophétie, je sais pas, une de ses sœurs, je ne sais plus quoi, qui dit que ça va être une horreur, donc il se barre. Donc après il y a l'allégeance, au départ la guerre sur Westeros, l'allégeance de tous les seigneurs de Westeros à Aegon et ses sœurs. Et puis après, ça passe directement, je crois, au Grand Conseil de Jaehaerys. Ah non, on voit Maegor le Cruel se faire trucider avec une lance dans la gorge, je crois. Oui, sur le trône de fer. Parce que Maegor le Cruel, personne l'aimait. Donc le roi Jaehaerys et sa femme Alysanne. Puis le Grand Conseil de l'Encens qu'on voit, où il est décidé que ce sera Viserys et non Rhaenys qui prendra le trône de fer. Aegon II sur son trône, et il y a le sang qui sépare Rhaenyra qui est sur son trône aussi, donc ça j'ai bien aimé l'image aussi. Après il y a le fil qui part de Alicent qui va vers Rhaenyra, donc il y a un côté noir, d'ailleurs j'ai pas compris parce que les noirs c'est plutôt Rhaenyra, et c'est un truc noir qui part vers Rhaenyra, et après c'est du rouge. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et puis on voit le petit Jaehaerys qui avec un truc. Voilà, ça apparaît au fur et à mesure dans parce que le truc se propage en fait. Ça continue, le générique change au fur et à mesure que les événements continuent. Et puis il y a la mort de Lucerys par Vhagar qu'on voit aussi dans le générique. Et puis il y a d'autres choses qui apparaissent. Alors mon problème avec ce générique, c'est qu'il ressemble trop au générique de La Roue du Temps, de The Wheel of Time, où il y avait aussi l'idée de la tapisserie, d'un fil. Ouais, d'un fil. Alors même si c'était plus symbolique, c'était moins l'histoire telle qu'elle se déroule, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit peu plus original. Donc moi je suis déçu par le générique. À la fois qu'ils aient continué à conserver la même musique et que c'est un petit peu pompé sur Wheel of Time. Alors musique toujours parfaite, Ramin Djawadi toujours incroyable. À la musique, franchement, dans les scènes, quelles qu'elles soient, que ce soit des scènes d'action ou des scènes tout à fait de tension, il est parfait quoi. Ramin Djawadi. Donc, alors il y a aussi les décors, que ce soit des décors réels qui sont tournés sur des plages, l'endroit où il y a le bateau, le serpent de mer de Corlys Velaryon. D'ailleurs, on voit que c'est pratiquement toutes ces scènes avec ses fils, c'est bâtard.
sont tournés au même endroit. À mon avis, ils ont dû tourner toutes les scènes sur plusieurs jours, et puis voilà quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et il y a un truc que j'ai remarqué, déjà en saison, l'épisode 2 ou 3, on voit fumer des mers, c'est ça, c'est fumer des mers, ouais. qui traverse le ciel, et en dessous, il y a qui? Adam, déjà. Ouais. Et donc, je pense qu'il l'avait repéré dès le départ, parce que là, en voyant la saison, je me suis dit, mais en fait, il l'a repéré dès le départ. Il a compris que c'était... Donc, quand il vient vers lui sur l'épisode 6, non, 6 ou 7. Ouais, je sais plus. Ouais. Quand il vient vers 6, lui... oui, il le connaît déjà, en fait. Et ben, il l'a pas choisi au hasard. Il l'a déjà repéré. Moi, pour moi, c'est clair, il l'avait déjà repéré. Ça, c'est le genre de choses qu'on revoit en revoyant la série. Et parce que plusieurs fois, il passe dans le ciel. Alors, des fois, on voit pas forcément Adam. Mais à un moment, Adam, il regarde, il voit le dragon et il est admiratif face à ce dragon. Les décors aussi des grottes, de la grotte. Ah oui, Au début, dans le premier épisode, quand Rhaenys atterrit, et que Daemon, d'ailleurs, lui dit, Daemon lui fait comprendre que il faut y aller tout de suite, il faut aller attaquer. Et elle veut pas, parce que elle a décidé que c'était pas le moment. Et en plus, Daemon lui reproche de pas avoir brûlé tout le monde dans la saison 1, quand elle est sortie, peut-être qu'elle a explosé tout le monde. D'ailleurs, elle a explosé tout le monde, sauf ceux qui auraient dû exploser. Voilà, c'est ça. C'est encore les pauvres civils, les pauvres peuples qui prend et pas la noblesse, c'est terrifiant. Et ce qui est terrible dans le premier épisode, c'est Rhaenyra, elle a besoin de savoir absolument voir le corps de son fils. Et elle est en recherche, d'ailleurs, elle est en recherche de son dragon. Et elle le trouve finalement, elle trouve des parties du dragon sur la plage à côté d'Acalmie, quoi. Alors sur les décors, quand on regarde le making of, donc c'est disponible, il y a les making of de chacun des épisodes. Donc ils expliquent assez qu'ils ont voulu faire plus grand à chaque fois. Donc Père Dragon c'est plus grand, ils ont reconstruit un peu plus de Port-Réal. Ils ont vraiment donné de l'ampleur aux différents décors. Ouais. Ils ont peut-être eu plus de moyens sur la deuxième saison. Alors, en fait, c'est ce qu'ils expliquent aussi, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire en vrai décor, ce sera ça à faire en moins en effets spéciaux, à rajouter, et que finalement, d'un terme de coût, c'est assez balancé, en fait. C'est des vrais décors réutilisés beaucoup de fois. Finalement, ça peut finir par être moins cher que d'avoir des images de synthèse sans arrêt pour compléter. Oui. Et puis en plus, franchement, ça fait beaucoup plus naturel. Par exemple, je me rappelle en saison 1, quand Daemon est face à Otto à Père Dragon, et que on voit que c'est du décor, que c'est du CGI, tout ça, et Rhaenyra arrive avec son dragon et se pose. D'ailleurs, c'est elle qui récupère l'œuf de dragon. Ouais, ça faisait moins vrai que quand en saison 7, Daenerys est à Père Dragon. C'est des décors naturels qui ont été tournés en Espagne d'ailleurs. C'est vrai. Et là, dans cette saison, on sent qu'ils ont repris quand même, ils sont allés tourner parfois là-bas aussi. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. À propos de Daenerys, Rhaenyra, elle se met à ressembler à Daenerys. D'aspect, avec la coiffure. Donc ça, je pense qu'ils ont fait exprès, c'est une de ses ancêtres qui règne, même si son règne est contesté. D'ailleurs, les costumes, je trouve ça bizarre parce que dans l'histoire, on a vu que le 14e siècle ressemble pas au 15e, 16e, 18e siècle ou 20e siècle. Là, on a l'impression qu'il se passe quand même, c'est 172 ans avant la naissance de Daenerys, et ils ont toujours les mêmes costumes, enfin, ils ont toujours le même genre de costumes. Ça, c'est un problème classique en fantasy, voilà, où il y a pas, on a l'impression que la technologie est bloquée, où les costumes aussi sont, il n'y a pas d'évolution, tout a l'air figé. Oui, mais ça, tu vois, dans la route du temps, on voit bien que les gens qui étaient là avant 3000 ans avant, n'ont pas du tout les mêmes, alors que c'est de la fantaisie aussi. C'est différent, ouais. Donc j'ai toujours trouvé ça bizarre en fantasy, qu'on reste avec 1000 ans, 2000 ans, au même niveau. Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Et je trouve ça un peu dommage parce que, en fait, on a l'impression que la mode n'existe pas et que ça évolue pas. Alors, sur la saison 3, donc là, on attend enfin les batailles qu'il y aurait dû avoir à la fin de la saison 2. Donc là, il va y avoir deux grosses batailles, la bataille du Goulet et puis la bataille de King's Landing. Alors, la bataille du Goulet, c'est là où... parce que là, c'est spoil, hein. C'est là où meurent Aegon et Aemon.
Non, ça c'est la bataille, ça c'est dans la bataille à Harrenhal, enfin dans le God's Eye. Ah d'accord. Ah bah oui, parce qu'ils autour de lui disent qu'il va Harrenhal. mourir Noyé, voilà, noyé noyé, à voilà, c'est Harrenhal. ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, mais non, là on attend. Moi, je m'attendais à ce que à la fin de la saison, on voit Rhaenyra qui monte sur le trône de fer. Parce que finalement, elle va reconquérir Port-Réal et monter sur le trône de fer. Donc, je pensais que la fin de la saison 1, c'était Aegon qui monte sur le trône de fer, donc les Verts, et maintenant on renverse la chose. À la fin de la saison 2, c'est Rhaenyra qui monte sur le trône de fer. C'est la conclusion logique. Donc elle devait monter sur le trône de fer, normalement... À la fin de l'épisode 10. Ouais, enfin, c'est la logique scénaristique. Ouais, c'était la logique. Voilà, donc maintenant ça va être en début de saison 3. Egon est parti de Port-Réal, elle a reconquis. Donc du coup, la saison 3, je pense, ça va être la montée météoritique de Rhaenyra et la chute. Ça veut dire que Rhaenyra, dans les 2 ou 3 premiers épisodes, va finir par conquérir Port-Réal, et le dernier épisode, ça va être sa mort. Ouais. Je pense, du coup. Donc elle meurt avant Daemon? Elle meurt après Daemon. Donc à mon avis, s'ils font 4 saisons, ils vont plutôt faire ça. La saison 3, c'est Aemon et Daemon qui vont mourir. Voilà, et ça ferait trop de morts. C'est vrai que comme Rhaenyra est vraiment un des personnages principaux, ça ferait bizarre. Maintenant, on est dans l'univers Game of Thrones. On est dans l'univers Game of Thrones où il n'y a aucun problème, normalement, à ce qu'il y ait un personnage important qui meurt. Ned Stark, Robb Stark, Catelyn Stark, ils peuvent pas faire sur la même saison la mort de Daemon et la mort de... Pourquoi pas? Ça m'étonne. Pourquoi pas? Tout est possible. Moi, je crois que là, qu'est-ce qu'ils vont raconter dans la saison 4 alors? Ah bah la suite. Bah, il y a quoi la suite? La suite. Mais bon, faut voir. Alors du coup, ça pose le problème, pourquoi 4 saisons finalement? Bah oui. Moi, quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire la Danse d'Argent, je dis bon, en 2 saisons, c'est plié ça. Et alors, quand j'ai vu la première saison, où effectivement j'ai vu, qui est vraiment porté par le personnage de Viserys, où il y a des sauts temporels, je me suis dit bon, c'est vrai que c'est bien de commencer doucement, que tout soit bien mis en place, mais bon, à partir de la saison 2, faut que ça pète, quoi. Donc, je me suis dit 3 saisons, c'est bon. Pour moi, cette saison aurait dû finir sur la session au trône de Rhaenyra et la mort de Daemon et Aemon. Et dans la saison 3 la chute de Rhaenyra. Et voilà. Donc là, le problème, c'est que c'est des coûts budgétaires aussi. Hein. Ils ont eu beaucoup parce que ça coûte très cher. Donc de faire des batailles de dragons, parce que là c'est vraiment extraordinaire. Les batailles sont quand même super bien faites. Donc je pense qu'il y a ça, mais ça veut dire que là, dans la saison 3, ça leur coûtait encore une blinde. Ah oui. Donc parce que là, il y a combien de batailles là qui restent? Oui, il y en a plein. Donc je sais pas comment ils vont diluer ça, ou qu'il y aura peut-être malheureusement une bataille qui sera un peu hors champ. Tu sais, tu arrives après la scène, c'est dommage parce qu'ils auraient dû mettre une deuxième bataille dans la saison 2, finir là-dessus, étaler un peu. Étaler les batailles, parce que si dans la saison 3, il y a je sais pas combien de batailles, ou des batailles qu'on va pas voir parce qu'ils ont pas les budgets, je vois pas trop l'intérêt. C'est dommage. Donc, et je pense que effectivement, l'épisode 8 aurait dû finir sur peut-être une bataille. Donc moi, je m'attends à ce que le premier épisode de la saison 3, ça va partir sur les chapeaux de roue. Je pense aussi. Je pense qu'ils ont pas le choix. Ils ont besoin. Parce qu'ils ont eu des plus mauvaises audiences sur la saison 2 par rapport à la saison 3, la saison 1. Donc je pense qu'à mon avis, s'ils veulent que la série perdure, il faut quand même, et surtout qu'ils vont rajouter d'autres séries. L'autre qui arrive il faut qu'ils investissent parce que c'est toute une franchise qu'il faut faire. Donc si on commence à se lasser de Game of Thrones, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc ils vont pas pouvoir investir sur de nouvelles. Et ils vont en plus avoir la concurrence de The Rings of Power, où la deuxième saison va être très très militaire et où apparemment il y aura une grosse bataille sur 2 ou 3 épisodes. Donc là, ils ont la concurrence qui a vraiment beaucoup investi. Et moi, j'y crois à The Ring of Power. Ah oui, nous on est fans. Les Anneaux de Pouvoir, moi j'y crois à la deuxième saison. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur la première saison. Mais moi j'ai bien aimé la première saison. Je trouvais que il y avait juste le problème des elfes qui sont très mal mis en scène dès le départ. On comprend pas trop qui fait quoi. Mais sinon, la série était très bonne et je pense que la saison 2 va être très très bonne. Et je pense qu'elle va mettre une claque. Déjà, s'ils ont compris leurs erreurs sur la première saison. Voilà, c'est ça. Ça va, donc voilà. C'est une série House of Dragon qui, moi, me va complètement, hein, même si, comme dit Patrick,
il n'y a pas assez d'enjeux qui ont été clôturés, on va Voilà, dire, c'est ça. sur la saison 2. Ce qui est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'ils auraient dû vraiment mettre une des batailles qui restait pour alléger la saison 3. Parce que si la saison 3 fait aussi 8 épisodes, s'il y a une bataille tous les 2 épisodes, budgétairement parlant, je pense pas que ça tiendra pas. Donc voilà, donc mais ça reste quand même une excellente série quand même. Le niveau du jeu d'acteur, belle écriture en général. Il y a des visuels qui sont très très beaux. Donc ça reste quand même vraiment. Oui, de toute façon, l'ensemble de la série est au-dessus de la majorité des séries qu'on voit, ça c'est sûr. C'est clair. Sur le plan décor, costume, musique. Alors c'est vrai que ça génère des attentes, effectivement, qui sont peut-être budgétairement pas tenables, mais voilà. Et puis il faut quand même se rappeler que les premières saisons de Game of Thrones, il se passait pas des trucs toutes les 5 secondes. Hein. C'était un truc important dans une série de 10 épisodes. Donc après, le reste, c'était beaucoup de parler, de discussions entre les personnages, de lutte de pouvoir. C'était ça, Game of Thrones. Donc ça reste ça aussi pour House of the Dragon. Donc il faut se souvenir que pendant toute la saison 2, Daenerys, ça rame, il y a plein de personnages, ça rame. Voilà, il y avait juste la grosse bataille à la fin. Voilà, c'est ça, avec Port-Réal qui se fait attaquer par Stannis Baratheon, qui se fait défoncer. donc voilà, donc il faut aussi remettre ça dans le contexte que c'est une série qui mérite énormément de vues parce qu'elle est bonne, elle est bien travaillée, la mise en scène elle est excellente, des fois c'est très théâtral. Oui, bien sûr, c'est très shakespearien. Il n'y a pas forcément un personnage qui est en centre de l'image. Il y a souvent plusieurs personnages. Ça bouge aussi, les personnages bougent dans l'image. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est pas que des chants contre chants, ce genre de choses qu'on voit souvent dans les séries. Ou même dans les films d'ailleurs. Qualitatif. Donc, conclusion, on finit sur quoi? Conclusion, on attend la saison. Ça va être dur d'attendre 2 ans pour la saison 3. Ça c'est clair. Le tournage va commencer à la fin de l'année. Il faudra rajouter tous les effets spéciaux qu'on espère nombreux. Donc il va falloir s'armer de patience. J'espère qu'ils feront aussi beaucoup de décors naturels. Oui. Hormis les batailles de dragons, forcément. Voilà, décors naturels. Et pas toujours les éternelles landes irlandaises qu'on voit un peu partout, qu'on s'est saturé des landes irlandaises. C'est beau quand même. C'est beau, mais bon, c'est pas autre chose aussi. Ouais, non, c'est clair. Mais le problème, c'est que ça se passe toujours pratiquement au même endroit. Oui, donc là, ça va plus beaucoup. Voilà, ça va plus beaucoup. C'est pas comme dans Game of Thrones où ça partait dans plein de lieux différents. On voyageait plus dans Game of Thrones. C'est vrai. Là, ça reste quand même beaucoup dans le conflant. Les batailles vont être beaucoup dans le conflant. C'est vrai. Après les jumeaux, parce que Stark passe les jumeaux à la fin de l'épisode 8. Donc, on imagine que les grosses batailles vont être dans le conflant. Oui, dans le. Donc, hormis la bataille de Port-Réal, je pense voilà. Mais sinon, je suis même pas sûre que ce soit au-dessus de Père Dragon, par exemple. On va voir. Bon, mais en tout cas, j'ai le plaisir de faire cette petite vidéo avec Patrick, comme d'habitude. Et puis, à une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo, je pense que The Rings of Power saison 2, quand elle sera finie, on prend date et puis on vous fera une analyse. Parce que là, il y a 8 épisodes. Je sais pas combien il y a d'épisodes. Donc, mais bon, ça nous mènera vers novembre. Oui, voilà, on fera la vidéo au dernier épisode le week-end suivant. Voilà, c'est ça. On fait la vidéo. Rapidement. Parce qu'après, moi, je mets du temps à faire les montages. Donc, parce que je veux mettre des images, je veux mettre plein de trucs. Et donc, voilà, quoi. Mais bon, je vais peut-être me calmer sur les images parce qu'après, on se fait bloquer par YouTube. Ouais, c'est ça le problème. Donc voilà. En tout cas, merci les héros de suivre Andy et Rose, d'être là pour toutes ces vidéos tellement différentes les unes des autres, parce que on a fait celle des livres de Cassandra il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, écoutez, toujours, vas-y, je te laisse dire le truc. Pouce levé, abonnez-vous, soutenez la chaîne, mettez des commentaires. Est-ce qu'il y a des choses sans doute qu'on a dites et avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, donc n'hésitez pas à le dire. Ou vous êtes d'accord, mais vous avez envie de rajouter des choses. Voilà, réagissez. On est là pour débattre aussi. Voilà. Merci les héros. À la prochaine. Portez-vous bien.